Alors moi, quand je suis en consultation, j'ai toujours ces chiffres en tête, que savoir qu'un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de violence, que, en gros, statistiquement, quand vous avez un enfant dans une classe de 30 élèves, et c'est la fourchette basse, il y a 3 à 4 enfants dans cette classe qui sont victimes de violences. Donc ça, moi, je l'ai toujours en tête en début de consultation. Je vais vous expliquer, en fait, des cas cliniques concrets de ce qui se passe en consultation. Donc le premier cas, c'est Stéphane qui a 5 mois, qui vient en consultation. Je vous rappelle, en consultation au PMI, les consultations sont programmées, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'urgence, d'accord ? On fait du suivi programmé. Et j'ai des parents qui arrivent extrêmement inquiets, qui ne le trouvent pas bien, ils me décrivent vraiment un tableau catastrophique. Depuis hier soir, 18h, mais ils n'ont pas été consultés avant, parce que comme ils avaient rendez-vous avec nous ce matin à 11h, ils se sont dit que finalement ça pouvait attendre. Donc je vois Stéphane qui, certes, est stimulable, mais alors pas du tout tonique, il est génial, je le déshabille, à l'examen, un hématome pariétal, une douleur à la mobilisation du bras droit, et alors là, les explications parentales, ça part dans tous les sens, c'est pas clair, c'est contradictoire. C'est assez facile, j'appelle le SAMU, l'enfant est hospitalisé, vous vous doutez bien qu'il y a une OPP qui est demandée, parce qu'on a découverte, en faisant des examens, une découverte de fracture. Et il y a un autre enfant dans la fratrie, finalement les 2 enfants sont placés en urgence en pouponnière, ils y resteront 9 mois, et après ils sont placés en famille d'accueil. Donc ça c'est un cas, on va dire, terriblement facile, parce qu'il y a des signes physiques. Les signes physiques, ça peut être soit consécutif aux violences sur la mère, avec ce qu'on appelle l'enfant bouclier, ou le nourrisson qui est dans les bras et l'adulte qui tombe en se protégeant ou même en essayant de protéger l'enfant. Ça peut être aussi des violences intentionnelles directement sur l'enfant. Des notions très simples, fracture chez un nourrisson de moins d'1 an qui n'a pas la marche, violence. Intoxication médicamenteuse ou ingestion de toute substance chez un nourrisson de 9 mois, donc qui ne peut pas se dépasser, qui ne peut pas aller chercher, violence. Échymose, hématome chez un nourrisson de moins de 9 mois, violence. Dans tous les cas, il y a toujours une histoire clinique qui ne correspond pas du tout, qui est vraiment alambiquée, un retard d'accès aux soins, comme exactement ce qui s'est passé, des parents hyper inquiets, mais qui finalement attendent quand même le temps. Un petit cas particulier sur les brûlures, on voit aussi des brûlures. Les brûlures, c'est des brûlures qui sont vraiment circonscrites, c'est-à-dire vraiment sur des zones, parce que l'adulte plaque la main ou d'autres parties de l'enfant sur la zone de chauffe et l'enfant ne peut pas retirer. Ce n'est pas comme des brûlures où il y a de l'eau qui coule ou une éclaboussure. On est vraiment sur des zones très... Et c'est des brûlures extrêmement profondes, puisque par définition, il n'y a pas eu le réflexe de retrait. Petite notion aussi avec ce qu'on appelle le bébé secoué. Il y a des rapports alarmants là, qui sont sortis depuis 2019, depuis le confinement. Le nombre de cas a doublé. Le bébé secoué, en général, comme vous voyez sur la petite photo, donc le bébé il est secoué, le cerveau il tape sur la boîte crânienne, avec des lésions qui peuvent être complètement définitives, des séquelles ou des décès évidemment. C'est plutôt sur un enfant jeune, on est plutôt sur de 0,6 mois, et avec un taux de récidive extrêmement élevé. Donc là, évidemment, SAMU, et le diagnostic est fait à l'hôpital. Je ne sais pas s'il y a des confrères, des jeunes confrères, un examen clinique d'un enfant, ça se fait sur un enfant tout nu. Il faut le déshabiller, l'enfant. Ça, c'est hyper important. Et la couche, déshabiller tout nu, en couche tout nu. Et il faut le retourner aussi, l'enfant, pour voir toutes les faces. Si vraiment vous êtes dans un cas où ce n'est pas une urgence vitale, où il n'y aura pas de déplacement du SAMU possible, il faut appeler les urgences devant les parents et surtout s'assurer qu'après les parents ils y soient allés en appelant les urgences. Sinon, un signalement si vous êtes très préoccupé. Et là, on va passer finalement aux 2 cas qui sont plus compliqués et c'est ce qu'on voit, alors heureusement entre guillemets, le plus souvent. On travaille beaucoup avec le pôle enfance-jeunesse quand il y a un signalement ou ce qu'on appelle une IP, une information préoccupante. Le service, en fonction de l'âge de l'enfant, nous envoie un mail pour savoir si cet enfant il est suivi à la PMI ou connu de la PMI. Là, on a reçu un mail pour un petit bonhomme de 5 ans qui avait bien été suivi jusqu'à ses 12 mois, puis après la famille a déménagé, donc on les a perdus de vue. Et puis il n'y avait pas grand-chose finalement d'écrit, pas de signe d'alerte écrit, ce qu'on a cru écrit sur le dossier. Et puis finalement, en reprenant bien le dossier, quand on lit toutes les consultations, on lit beaucoup de plaintes. Des régurgitations, des coliques, des pleurs, un allaitement exclusif avec beaucoup de tétées la nuit, un enfant qui s'endort que dans les bras, un examen difficile qui devient difficile à partir de 9 mois où l'enfant il reste collé à sa mère.
Et donc, rétrospectivement, on peut vraiment clairement se demander si finalement, tous ces petits mots MAUX, ce n'étaient pas des mots MOT de l'enfant, mais en âge préverbal, et qui nous exprimaient déjà certainement une souffrance qu'il vivait et qu'on n'a pas su identifier, nous, à l'époque. Donc, évidemment, l'expression de ces petits mots MAUX ou MOTE, en fonction de comment on l'interprète, ça diffère en fonction de l'âge. De 0 à 24 mois, ça va être surtout lié sur les troubles alimentaires, le sommeil avec des enfants qui s'endorment qu'avec un contact ou qui s'endorment avec les parents, des réveils multiples dans la nuit parce qu'ils sont en hypervigilance, ça on en a parlé. Et puis au niveau psychomoteur, vraiment une absence, en général c'est des enfants qui ont une absence de volonté d'exploration. Peu de déplacements, les enfants qui sont hyper calmes, qui ne manifestent pas beaucoup, ils sont habitués à se taire pour se faire oublier. Quand on est en un âge un petit peu, en préscolaire un peu plus grand, alors là on est sur d'autres, comme les capacités de l'enfant ont augmenté, on est sur d'autres types d'expressions. Il peut y avoir ce qu'on appelle les hétéroagressivités, ou l'auto-agressivité, des enfants qui recherchent un contact complètement inapproprié, c'est-à-dire il va avec n'importe quel adulte, il fait des câlins excessifs aux copains, carrément en s'allongeant dessus, donc on n'est plus dans de quelque chose d'adapté. Des modifications de comportement non expliquées par des modifications familiales. Des fois, il peut y avoir des décès, des choses qui peuvent faire que l'enfant change de comportement. Donc tous ces petits signes, c'est là où c'est difficile, c'est que finalement, ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques. Et donc il faut savoir, nous, en tant que professionnels, la multitude de ces petits signes, savoir les interpréter. C'est ça qui est compliqué. Et le dernier cas, c'est pareil. En plus, je venais juste d'arriver à la PMI de Sartrouville, genre deuxième consultation. Une dame qui arrive avec sa petite fille de 12 mois. L'examen clinique, honnêtement, de l'enfant sans particularité, avec un développement psychomoteur complètement satisfaisant pour l'âge. Et par contre, une dame extrêmement anxieuse qui ne comprend pas pourquoi son enfant ne marche pas, malgré mon discours, et puis une clinique qui était très, très rassurante. Donc finalement, on se pose, je demande qu'est-ce qui l'inquiète. Elle arrive à dire qu'elle subit des violences, que ça crie beaucoup à la maison, mais jamais sur l'enfant, évidemment, on est bien d'accord. Donc là, je prends le temps avec elle, et ce qui était vraiment frappant, c'est que la gamine, elle est restée pendant tout le temps que j'ai parlé, dans les genoux de sa mère, à me regarder bien droit dans les yeux, hyper calme, et avec 3-4 soupirs qui sont apparus. Donc enfin, on va s'occuper de nous. On a la chance, nous, de travailler, d'avoir le centre de santé sexuelle qui est juste dans nos locaux. Donc moi, elle a pu voir une conseillère conjugale dans la foulée. Et cette dame, cette Diade, elle a été extraite, exfiltrée de chez elle, relogée. Et on a su rapidement après que l'enfant, dans les 15 jours, elle s'était mise à marcher, à parler beaucoup plus, etc. Donc ça, c'est vraiment un autre pan qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle identifier les situations à risque. On l'a dit, chez l'enfant, il y a des situations à risque comme la prématurité, le handicap, qui multiplient le risque de violence par 5-6 quand même. Chez les parents, pareil, des choses, si eux-mêmes ils ont été victimes, s'ils n'ont pas eu l'occasion, pour des raisons diverses, de créer ce lien d'attachement, si eux-mêmes ils ont des antécédents, ont été victimes de violences, ils ont des troubles psychiatriques aussi, compliqués la psychiatrie avec le tout petit. Les signes de maltraitance, on en a parlé. Et puis il faut faire attention aux signes de comportement évocateurs de maltraitance de l'entourage vis-à-vis de l'enfant. On a des parents, des fois, qui sont extrêmement intrusifs. Moi, j'ai vu en pouponnière un petit bonhomme qui avait été placé, il avait 15 jours de vie. Lors des visites médiatisées, on avait un papa qui était vraiment intrusif. Il le prenait, il plaquait son visage presque sur lui. Et l'enfant, quand même, 2 mois, qui n'est pas censé coordonner, il fixe et il poursuit, mais pas là. L'enfant, il détournait la tête de son père. Il a même pas 1 mois, d'accord ? Et à la fin, il s'endormait. Dès qu'il voyait la pièce, il s'endormait. Alors, évidemment, on a coupé court aux visites, mais comme quoi, c'est vraiment des choses, les tout petits, ils s'expriment, et il faut juste prendre le temps de voir ça. On peut avoir des indifférences par rapport à l'enfant, ou même des banalisations, quand on entend ma patate, de toute façon il ne comprend rien, tout ça c'est le quotidien. Et ce qu'il faut avoir comme message important, c'est que l'enfant il peut ne manifester strictement aucun symptôme. D'accord, comme on l'a vu juste avant, et c'est vraiment à nous d'être vigilants à ça. Et des fois, il peut même y avoir une réaction à l'arrêt des violences. C'est ce qu'elle expliquait
C'est ce qu'on expliquait ce matin. Oui, c'est ce qu'on expliquait ce matin, c'est-à-dire que l'arrêt des violences, avec la dissociation, du coup, l'enfant est encore plus mal que ce qu'il était. Enfin, semble plus mal que ce qu'il était. Alors, c'est juste l'expression, et c'est le signe d'un début de reconstruction, hein, finalement. C'est ce qui va permettre de se reconstruire. Ça, on l'a vu. Hop. Donc, en conclusion, donc nous, en PMI, on est protégés. Hein. Protéger un enfant, c'est un acte médical. C'est une obligation pour nous. On n'a pas besoin, en tant que professionnel, d'apporter la preuve de la maltraitance. Ce n'est pas notre travail. Par contre, on doit prévenir les services compétents. Il ne faut pas rester tout seul dans ces situations-là. Il y a plein de services de ressources, la PMI, le Pôle enfance-jeunesse, l'ASE, la CRIP, hein, qui peuvent être vraiment des lieux de ressources pour nous aider, parce que c'est des choses difficiles, et que ça touche toutes les classes sociales. D'accord ? Il ne faut pas avoir de préjugés. Et surtout, quand on y pense, c'est qu'il y a quand même, en général, des petits red flags là, qui ont été soulevés. Il faut y aller. C'est-à-dire que le gros message, c'est si on ne cherche pas, on ne trouvera pas.